Bonsoir à tous et à toutes. Je vous laisse vous installer. Merci d'être là, de ne pas avoir reçu l'appel des terrasses en cette belle soirée. Ce soir, nous sommes là pour voyager, enfin d'une certaine façon, puisque nous sommes là pour échanger sur les pratiques de surendettement dans différents pays. Alors ces pays, vous allez le voir, ils nous permettront de penser les situations d'excès de dette dans des contextes très différents. Par exemple, on le verra, au Brésil, l'accès massif des crédits à la consommation pour les ménages populaires et précaires, c'est quelque chose de très récent. Et les dispositifs pour endiguer le surendettement, ils ne ressemblent en rien aux choix qui ont été faits en France. En Belgique, pays dont on peut convenir qu'il ressemble un peu plus culturellement à la France, en tout cas plus que le Brésil, et bien les procédures de surendettement, néanmoins, elles sont bien moins généreuses, il me semble, envers les consommateurs surendettés qu'elles ne le sont en France. Voilà, donc l'idée de nous rassembler ce soir autour de ces 5 pays, c'est pas forcément de comparer terme à terme et de voter à la fin pour le meilleur modèle, c'est plutôt de nous décentrer et de prendre le temps de découvrir comment, avec d'autres cultures politiques, d'autres stratifications sociales de la société, d'autres conceptions de la régulation des marchés bancaires, on aboutit à la fin à des solutions assez diverses pour s'occuper des ménages surendettés ou pauvres et surendettés. Voilà, alors on va faire une table ronde qui va durer, et un échange avec la salle qui va durer 1 heure maximum, c'est promis, et qui va être complété ensuite par un petit verre qui va se dérouler juste à côté. Et donc ce sera l'occasion aussi de continuer les échanges si vous avez une question sur le bout de la langue, etc. Et alors juste avant de présenter nos invités, je remercie Crésus et Emmaüs et Dilemme comme d'habitude pour cette super orga. Et puis aussi aujourd'hui on a quelqu'un en plus, c'est Hélène Pouille qui est facilitatrice graphique et j'ignore si vous connaissez cette profession. Certains font oui et d'autres non. Et donc ça va être un peu comme Cabu au Club Dorothée de mon enfance, ou sûrement beaucoup mieux d'ailleurs. Et donc Hélène, elle va dessiner ce qui va se raconter, ce que vous allez raconter, surtout ce que les intervenants vont raconter. Et puis elle nous montrera à la fin de la table ronde où elle en est. Voilà, et donc c'est une grande première pour nous, puis on est vraiment ravis de cette situation, de sa présence parmi nous. Alors, on a un panel de choix comme d'habitude, vous le savez. Pas dans l'ordre d'ailleurs, mais on a Anne Philly qui est au milieu, qui a le micro. C'est donc elle qui commencera, qui est un peu notre représentante Belgique et qui est responsable de la recherche dans le réseau Financité et qui est surtout présidente du Centre d'appui au service de médiation de dette de la région de Bruxelles. Merci d'être là. On a Marc à côté de la Banque de France, que vous connaissez certainement. On a Jeanne Lazarus de l'autre côté. Ah oui, Marc, on ne l'applaudit pas. Jeanne Lazarus, qui est sociologue à Sciences Po et qui nous parlera des États-Unis, donc en français, mais qui nous parlera des États-Unis. On a Dieter à côté, qui nous parlera de la situation en Allemagne. Et puis Dieter, il est aussi président d'une association, le CDN, la European Consumer Debt Network, et donc qui pourra nous parler et de l'Allemagne et de plein d'autres pays, donc ce qui est très chouette pour nous ce soir. Et donc, si vous étiez tous venus pour le Brésil, eh bien notre intervenant n'est pas là, mais nous a fait une petite vidéo et voilà. Donc on aura un petit bout de Brésil quand même. Voilà. Je vous propose de commencer du coup, et puis on s'était dit de commencer par la Belgique. Alors je reprends mes feuilles dans l'ordre. Alors, Anne, merci d'être là. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous rappeler quelles sont les procédures actuelles qui permettent de prendre en charge le surendettement en Belgique? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur leur succès et sur leur état d'esprit?
que c'est mieux comme ça? Alors, au début des années... Ah oui, ça va mieux. Au début des années 90, faut que je m'habitue à dire, pas 90, mais bon, ça m'échappera sûrement. La Belgique a fait le choix de la médiation de dette sous deux formes. La médiation dite amiable. On a eu une discussion avec Dieter tout à l'heure sur l'utilisation du mot amiable pour ce genre de procédure. Et la médiation judiciaire. En fait, l'amiable, ça veut dire non judiciaire. En fait, les personnes qui sont confrontées à des difficultés financières ont le choix entre ces deux procédures. La médiation amiable, c'est le fait de s'adresser à un médiateur de dette, donc il peut être soit une organisation qui est agréée, donc c'est souvent les centres publics d'action sociale qu'on trouve dans toutes les communes en Belgique, mais ça peut être aussi un avocat ou un huissier. Donc la personne s'adresse à ce service de médiation de dette ou un avocat, un huissier ou un notaire aussi d'ailleurs, j'oubliais, et apporte effectivement toutes ses factures, toutes les relances qu'il a déjà pu avoir, les éventuels avis de saisie, et avec le médiateur de dette établit un budget, et le médiateur vérifie qu'effectivement toutes les dettes sont recevables, vérifie qu'il n'y a pas non plus des frais exorbitants, etc., qui ne seraient pas dus, et négocie avec les différents créanciers un plan de remboursement. C'est une formule qui permet effectivement à la personne qui est surendettée de garder la maîtrise complète de ses revenus, de son budget, de ses dépenses, etc. Alors, pour faire un petit point là-dessus avant de parler de la deuxième sorte de médiation, le problème aujourd'hui, c'est de différentes natures. C'est que le service des médiations de dette n'est pas forcément connu de toute la population. Et très souvent, quand les personnes surendettées viennent consulter un médiateur de dette, souvent on est dans l'urgence. C'est qu'il y a déjà des avis de saisie, il y a déjà des frais exorbitants demandés par des huissiers, là où le médiateur de dette a besoin d'un peu de temps pour étudier la situation et ensuite discuter avec les créanciers. Le problème aussi, c'est qu'il y a des créanciers qui ne jouent pas le jeu. On est dans un système où tout le monde doit être partant. Il suffit qu'il y ait un créancier qui ne joue pas le jeu et le plan ne peut pas se faire. Parce que souvent, il faut faire quand même un petit peu des efforts quand même sur le niveau des dettes. Et puis, ça, j'aurai sans doute l'occasion de revenir à un moment donné, les médiateurs de dette sont de plus en plus confrontés aujourd'hui à des situations de pauvreté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi le budget, il n'y a plus de disponible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment de quoi, effectivement, rembourser les créanciers. À côté de cela, il y a donc la médiation judiciaire. On dirait là, on est plutôt pour des situations encore plus difficiles. Donc là aussi, la personne qui est en situation de surendettement saisit directement ou pas le greffe du tribunal du travail. Il y a une tentative d'abord le tribunal du travail qui va nommer un médiateur, qui là, dans le plus souvent des cas, ça va être un avocat, mais ça peut être aussi un organisme qui est agréé pour faire de la médiation de dette. On essaie d'abord de faire un plan amiable aussi, et si ça ne marche pas, effectivement, on passe à un plan judiciaire. Alors, soit les créanciers se sont mis d'accord, et dans ces cas-là, le juge valide le plan, soit il n'y a pas accord entre tous les créanciers, c'est le juge qui prend des décisions. La particularité du judiciaire, c'est que la personne endettée ne reçoit plus ses revenus. Elle est complètement dessaisie de ses revenus qui vont sur un compte de médiation qui est géré par le médiateur de dette. Donc, il rembourse les créanciers et le solde est versé ce qu'on nous on appelle le médier. Ce qui est problématique parce que, effectivement, c'est une espèce de mise sous tutelle, mais c'est aussi la seule manière d'arriver au bout du compte à éteindre certaines dettes qu'on ne peut pas avoir, sauf accord bien sûr dans le cas de la médiation amiable. Autre problème aussi, c'est que normalement ça dure maximum 7 ans, mais on voit aussi qu'il y a des durées plus longues, donc les difficultés pour les gens s'accumulent. Il faut négocier mais une petite dette, quelque chose de nouveau, je veux acheter un cadeau à mes enfants, on n'a pas prévu ça dans le plan, il faut négocier les 40 € pour avoir ça. Les relations entre les médiateurs et les médiés ne se passent pas toujours très bien. On peut toujours demander au juge de changer de médiateur, mais c'est rare que le tribunal l'accepte. Donc c'est une formule qui est complètement en perte de vitesse. Le bouche à oreille l'a effectivement complètement dévalorisé, quoi. Ok, et j'ai l'impression que ça marche pas, mais c'est peut-être pas grave.
Mais comme vous le savez, c'est retransmis sur YouTube, il faut donc que le son marche correctement au micro. Du coup, si les débiteurs s'en saisissent peu et peut-être de moins en moins, c'est le cas, qui s'occupe finalement des dettes en Belgique? Et j'imagine qu'il y a des personnes en impayés et il y a des créanciers. Comment ça se passe? Alors, il y a une petite partie de la population qui essaie de se débrouiller parce que jusqu'à 1 340, 1 350 euros, rien n'est saisissable. Donc, il y a cette partie-là déjà qui échappe effectivement à toute forme de recours. Et puis, il y a des gens qui sont dans la débrouille. Après, il y a un secteur qui est de plus en plus présent sur la dette, c'est le secteur des huissiers de justice. On a certains très, très gros cabinets, 1000, 2000 collaborateurs, qui sont à fond dans le business de la dette. Et de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils répondent à des appels d'offres de gros créanciers comme les hôpitaux, parce qu'en Belgique, on a beaucoup de dettes de santé dans les dossiers, des sociétés d'électricité, eau, etc., les sociétés de transport, et passent des conventions avec ces créanciers qui sont fort discutables. C'est le no cure, no pay, c'est-à-dire effectivement payer au succès, voilà, c'est ça. Si en fait il y a un forfait qui est versé un dossier coûte un montant forfaitaire relativement bas au créancier s'il n'y a rien à prendre au débiteur, si effectivement il est complètement insolvable. Et par contre, si le débiteur est solvable, on va dire que l'huissier prélève des frais très très élevés sur ce débiteur. Et se paye et se rémunère comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et puis il y a des gens qui essaient de négocier des plans individuellement, parce qu'effectivement on a vu ces dernières années avec tous les problèmes qu'on a eu, la crise sanitaire, la forte augmentation des prix de l'énergie, etc. Il y a quand même aussi des plans qui ont été mis en place par les différents fournisseurs pour aider les gens. Donc en fait les gens se débrouillent, quoi. Alors, on a quand même on n'a pas eu une explosion par rapport à ce que j'entendais en France du surendettement ces derniers temps, parce qu'il y a quand même une chose ce qui est spécifique à la Belgique et à, je crois, 2 autres pays en Europe, c'est l'indexation automatique des salaires et des allocations sociales, qui effectivement a permis à certaines personnes de se maintenir à flot. Mais n'empêche que quand même, on voit une explosion des aides de première ligne, c'est-à-dire des aides alimentaires, les gens qui effectivement ont réduit le chauffage ou sont passés de chauffage. Enfin, il y a quand même des adaptations de la part des ménages en difficulté. Je vais essayer de rendre celui-là, c'est un petit peu mieux. Ok. Et donc nous sommes en fin de mandature, enfin vous êtes en fin de mandature, comme on dit en Belgique. Et est-ce qu'il y a des projets de loi, ou bien est-ce qu'il y a eu des évolutions récentes de ce point de vue? Alors, il y a effectivement dans le projet, donc vous savez que nous on a des gouvernements de coalition, donc il faut qu'ils se mettent d'accord sur un programme de gouvernement. Et dans le programme de gouvernement, il y avait évidemment travaillé sur la question du surendettement. Alors, il y a une chose qui est déjà passée, c'est les frais de relance. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une facture impayée, il est dorénavant interdit de faire payer des frais dès la première relance. Donc, on doit envoyer un courrier au consommateur. Il a 15 jours pour réagir, donc exécuter, effectivement, payer sa dette. Et ensuite, les frais sont plafonnés. Donc, on a déjà une réduction des frais à ce niveau-là. Alors, après, on a un problème, c'est qu'on a 2 ministres qui sont compétents. Il y a le ministre de l'économie qui est compétent pour réformer le code du travail, le code de l'économie, et le ministre de la justice pour le code judiciaire. Alors, chacun avec des compétences différentes. Il y a 2 projets de loi dont je ne sais pas s'ils vont arriver au bout parce que le Parlement s'arrête de travailler début mai. Donc, c'est en discussion finale. Il y en a un qui améliore les choses pour la médiation amiable. L'idée, c'est que si un créancier ne joue pas le jeu dans le cadre de l'élaboration d'un plan, on pourrait saisir le juge, et là, c'est la majorité qui l'emporterait, ou c'est le juge qui emporte la décision. Laisser aussi un moratoire au médiateur de 4 mois avec un temps où on bloquerait toutes les saisies le temps que le médiateur élabore son plan. Donc ça, ce serait plutôt une bonne chose. Et puis par contre, il y a du côté du ministère de la Justice beaucoup plus de pouvoir donné aux huissiers de justice, avec notamment, l'essentiel du contentieux de la dette qui va dans les juges de paix. Dans 80% des cas, les décisions sont prises par défaut. Les débiteurs ne se présentent pas. Donc il y a l'idée que peut-être on peut faire économiser du temps et de l'argent à la justice en donnant aux huissiers le droit d'émettre comment on appelle ça,
des ordres d'exécution. Enfin, en gros, il y a un avocat qui saisit l'huissier à la suite de la dette. Le débiteur a un mois pour s'y opposer ou pas. Et s'il s'y oppose pas, il y a c'est pas ordre d'exécution, je sais plus comment dire. Enfin bref, normalement, un titre exécutoire. Donc l'huissier pourrait émettre un titre exécutoire pour effectivement faire payer la dette. Et ça, on espère que ça passe pas, mais c'est pas mal avancé aussi. Et donc voilà, après, donc on a les élections au mois de juin. Comme d'habitude, on ne sait pas combien de temps il faudra pour former un gouvernement en Belgique, donc on verra bien combien de temps après ça prendra pour qu'on revienne sur ces dossiers-là. D'accord, il y a des associations de consommateurs qui poussent ces sujets. Oui, tout à fait. Et puis donc Financité aussi. Voilà, et toutes les associations qui effectivement s'occupent directement des personnes en situation de surendettement, de lutte contre la pauvreté. Il y a beaucoup d'acteurs qui effectivement sont demandeurs d'autres solutions, notamment dans le cadre de la pauvreté. On constate aujourd'hui qu'à peu près pour la moitié des dossiers qui sont soumis aux médiateurs, il y a rien. C'est effectivement des problèmes de déficit structurel de revenus et qui fait que les dettes ne peuvent pas être payées. Donc, il y a une réflexion pour évidemment voir comment on pourrait, en tout cas, au bout d'un temps qui est relativement raisonnable, effectivement, effacer les dettes, mais il n'y a pas de propositions qui vont dans ce sens actuellement. On n'en est pas encore là. Voilà. Très bien, merci. Je propose qu'on prenne les questions à la fin et puis qu'on passe directement au cas numéro 2. Voilà, on va parler de la France. Ah, on applaudit aujourd'hui. Merci Anne. Alors Marc, depuis plus de 30 ans, nous disposons en France de la procédure de surendettement confiée à la Banque de France. Et voilà, ma première question, c'est est-ce que la Banque de France est désormais bien connue, bien identifiée des Français pour cette mission ? Et puis, il y a combien de personnes qui travaillent ? Et puis, et surtout, combien de personnes qui ont eu recours depuis, j'ai dit 30 ans, mais c'est plutôt 35. Hein. C'est 35 ans. Oui. Ouais, voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, que de chiffres. Hein. Alors, par quoi commencer ? Est-ce que les Français connaissent bien la procédure de surendettement ? Je n'en sais rien. Je présume que oui, parce que 35 ans quand même de notoriété, et chaque année, sur ces 35 années, à peu près entre 100 et 200 000 ménages. Donc si on fait un compte, même s'il y a des personnes qui sont revenues plusieurs fois, ça commence à faire un sacré paquet de la population. Et par le bouche à oreille, j'imagine quand même que c'est assez notoirement connu. On avait fait une petite enquête il y a 2-3 ans qui avait montré, mais en notoriété spontanée, qu'il y avait 50% des gens qui connaissaient la procédure, 50% qui ne la connaissaient pas. Mais en soi, ce n'est pas vraiment significatif parce que quand même, à l'échelle de la population, on peut vivre décemment et heureusement toute sa vie sans avoir à connaître la procédure. Et j'imagine que lorsqu'une personne est en situation de surendettement, à contrario, il se trouve quand même des gens dans son entourage qui vont finir par lui signaler. Toujours est-il que sur ce premier point, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2-3 ans, on fait de plus en plus d'efforts de communication grand public pour faire connaître la procédure sur les réseaux sociaux et lutter contre un certain nombre de préjugés ou de clichés sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Alors après, combien de personnes à la Banque de France travaillent sur le sujet ? Alors, vaste question, ça dépend comment on compte, mais en gros, on peut dire qu'il y a environ 5 à 600 équivalents temps plein sur le territoire qui travaillent, sur 600 plutôt, hein, qui travaillent sur ces sujets, directement sur le surendettement. On en a 200 ou 300 autres en sus qui travaillent sur des sujets connexes, le droit au compte bancaire, le droit d'accès de fichiers, incidents, toutes les problématiques bancaires. Voilà, alors l'an passé c'était 120 000 ménages, 120 000 dépôts de dossiers hein, à peu près. C'est une légère remontée mais il y a un effet de base puisque en 2021-22 on a eu un écrasement du nombre de dossiers du fait de la pandémie et de ses conséquences. Et là on a pas une explosion mais une légère remontée dont il faut attendre en 2024 pour voir si elle se confirme ou si simplement c'est un plateau. On est toujours en dessous du nombre de dossiers en 2019. Structurellement, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que depuis 7-8 ans, on a quand même une forte baisse du surendettement, ce qui est assez remarquable puisque dans le même temps, l'encours de crédit à la consommation et l'encours de crédit immobilier a plutôt augmenté. Bon, c'est lié à un certain nombre de facteurs sur lesquels on pourra peut-être revenir. Et c'est vrai que là, simplement, on a une petite remontée ces derniers mois. D'accord. Je ne vais pas te demander forcément de nous réexpliquer la procédure française, parce qu'on est surtout ici pour évoquer les cas étrangers. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est en tout cas son esprit à cette procédure française et si elle a connu des inflexions au cours du temps ? Alors, c'est une procédure administrative, c'est-à-dire que le juge n'intervient désormais plus qu'en cas de recours. Hein, donc, c'est une commission dans chaque département qui est collégiale. La Banque de France est sur le secrétariat, c'est-à-dire qu'au quotidien, c'est elle qui reçoit les gens, qui traite les dossiers, qui contacte les créanciers, qui cherche les solutions, et les commissions valident, pour faire court.
Son esprit, au début, c'était essentiellement amiable. Et puis au fur et à mesure que le temps a passé, l'efficacité a pris le dessus, et l'efficacité, il appert que souvent l'amiable n'est pas forcément la voie privilégiée. Donc amiable, tu veux dire rééchelonnement de la dette, c'est ça? Alors non, amiable. amiable, c'est vraiment le fait que la solution recueille l'accord de tous les créanciers du débiteur. La mesure imposée, à contrario, c'est celle qui, comme son nom l'indique, est imposée aux créanciers essentiellement, des fois aussi aux débiteurs. Mais la nature de la mesure en elle-même n'est pas forcément différente. Pour faire court, vous déposez un dossier à la Banque de France, en 5-6 semaines, on vous dit oui ou non, vous êtes recevable, hein, votre dossier accepté ou pas. Alors pour briser le suspense, 95% des gens qui déposent, on leur dit oui. C'est-à-dire vous êtes surendetté, on vous applique la procédure. Et après, si je remets en bassant tous ceux qui ont déposé un dossier qui ont été acceptés, il y a 3 grands types de solutions. Rééchelonnement des dettes, moratoire, effacement. Et on peut panacher l'ensemble. Donc à grand trait, vous avez un tiers d'effacement total. Et les 2 tiers restants, c'est souvent soit des moratoires, c'est de rééchelonnement, et certains rééchelonnements combinés avec un effacement partiel. Donc ce qu'il faut, j'ajouterai juste, parce que là je me rends compte que je suis en train de décrire la procédure quand même un petit peu, c'est que c'est une procédure qui est quand même très très protectrice, parce qu'à compter de la date de la recevabilité, et donc 4, 5, 6 semaines après le dépôt du dossier, vous avez tout un tas de mesures qui automatiquement se mettent en place. La personne d'abord est protégée contre les saisies, rétablissement de l'allocation logement, interdiction de payer ses dettes, plafonnement des frais d'incident, obligation du banquier de maintenir un compte et des moyens de paiement, interdiction de prendre des frais de rejet d'avis de prélèvement, suspension du cours des intérêts. Donc c'est vraiment une bulle pendant la procédure dans laquelle la personne est mise, qui lui permet de reprendre pied. Ça laisse le temps à la commission, avec un arrêté du passif, de travailler sur la solution. Et après, il faut compter 3-4 mois de plus en général pour mettre en place une solution. Et voilà l'affaire, si je puis dire. J'ajoute qu'en parallèle de nous, on a des partenaires associatifs, pas dans tous les dossiers, parce que ce n'est pas une obligation pour accéder au service public de passer par une association, mais dans à peu près la moitié du dossier, il y a des intervenants sociaux, donc Emmaüs, Crésus, CCAS, PC, Point Cancer Budget, etc., qui pour les personnes qui en ont besoin peuvent les aider pour monter le dossier ou simplement pour les accompagner en parallèle du dossier. Très bien, peut-être que ce point est connu ici, je l'espère, enfin j'imagine. Bon, et pour terminer, est-ce que vous mesurez, est-ce que vous avez des idées sur l'état des préjugés en France à l'encontre des personnes surendettées et ou des réticences que les personnes surendettées pourraient elles-mêmes avoir à déposer un dossier chez vous? Alors, est-ce qu'on les mesure? Pas complètement, mais on les connaît. D'abord, des préjugés contre les personnes surendettées, il y en a toujours. Il y a toujours le préjugé, par exemple, que ce seront des personnes droguées du crédit ou des personnes qui, finalement, seraient de la mauvaise gestion ou qui ne sauraient pas gérer leur compte. Et donc, finalement, quelque part, c'est de leur faute. Or, même si la mauvaise gestion, elle rentre immanquablement dans le jeu, dans nombre de dossiers, souvent, ce qu'on observe, c'est que c'est quand même des personnes qui, d'abord, ont des faibles revenus, des très faibles revenus. Donc, elles sont très sensibles aux chocs budgétaires, aux accidents de la vie. Et il suffit d'une séparation, d'une perte d'emploi, d'une baisse de revenus, tout simplement, pour que des personnes qui jusqu'à présent arrivaient à joindre les deux bouts ne le puissent plus. Et donc, lutter contre les préjugés, c'est dire que finalement, ça peut arriver à tout le monde, ou presque à tout le monde, que ce n'est pas non plus juste un truc de cassos ou de pauvres, bien sûr, même s'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de pauvreté. Et que effectivement, moi je dis souvent à la Banque de France, on ne se pose pas la question de... C'est comme un pompier qui arrive sur un lieu d'accident, il ne se pose pas la question de la responsabilité, il voit une personne qui est HS et il faut la soigner, c'est tout. Nous c'est un peu pareil. Donc quand on s'adresse à nous, on ne porte pas de jugement et on essaie de dire à l'extérieur qu'il ne faut pas en avoir. Quant aux préjugés que les personnes peuvent avoir sur la procédure, ce qui est autre chose, c'est-à-dire des biais finalement de personnes qui devraient saisir la procédure mais qui ne le font pas parce qu'elles ont des craintes. Il y en a plusieurs. Alors il y a les personnes qui s'imaginent qu'effectivement on va les mettre sous tutelle ou les saisir. Des personnes qui se disent mon banquier ne va pas aimer, je vais avoir encore plus de soucis. Il y a celles qui pensent que leur famille ou leur employeur va être au courant. Il y a les personnes aussi qui se disent mais moi j'ai plein de dettes mais j'ai pas de crédit. Donc c'est pas pour moi, alors qu'on peut parfaitement déposer un dossier sans avoir d'aide de crédit. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier que le découvert c'est un crédit. Déjà les gens ils disent j'ai pas de crédit mais j'ai un découvert. Voilà. Donc il y a ce genre de choses qu'on essaie de tacler également en communication, avec l'aide aussi des intervenants sociaux, pour essayer de
d'assouplir et finalement de dire cette chose simple qu'un service public, c'est fait pour servir, donc il ne faut pas en avoir peur, chacun a besoin de se faire aider. J'ajoute une dernière chose, c'est que quand on a fait une enquête il y a 2-3 ans, on avait vu finalement que ce qui prévenait en premier de saisir la procédure, c'est la volonté des individus de se dire je vais y arriver tout seul. Et bon, ça peut être, je pense, quelque chose qui concerne un peu tous les champs de la vie, pas seulement le sujet financier, de savoir se dire que oui, mais quand même, il faut avoir l'humilité de temps en temps, ou le courage peut-être au contraire, de dire quand j'ai besoin, je sais me faire aider. Voilà. Ouais, d'accord, on reste sur ce point-là. On avance et maintenant, oui, on peut l'applaudir. Je suis désolée, je n'ai pas la culture de l'applaudissement complètement, mais ça va venir, ça va venir. Eh ben, c'est au moment de parler de l'Allemagne. Et donc, Dieter a accepté d'être là. Il parle français, mais il est très modeste. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il allait parler anglais. Et puis que Paola allait traduire ce soir les propos de Dieter. Voilà. Bah, merci. Many thanks for being here. Je vais vous dire les questions en français. Hein. Et puis voilà. Et donc, on aura un petit jeu de traduction ce soir. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire l'organisation du surendettement en Allemagne et les procédures dédiées? Sorry. Thank you for the invitation. It's a pleasure for me to present the German situation, and especially because we don't call it amicable solution, because we think it's not really a very friendly thing what's going on there. We call it what it is, an out-of-court solution. And we have in Germany, we started in the 1980s with debt advice services coming from social support activities of the churches, and then the municipalities took it over, and we have now roughly 1,400 debt advisory services in Germany, which are paid, or the ones who are running these services are the two churches, the Catholic Church and the Protestant Church. Then we have the labor organization, the Arbeiterwohlfahrt, and then we have a kind of independent organization which is called der Paritätische. And they stop it, okay? Tout d'abord, merci. C'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et de pouvoir vous décrire la situation allemande. On ne parle pas chez nous de solution amicable, puisque pour nous, il ne s'agit pas d'une situation très sympathique. Tout a commencé en Allemagne dans les années 80, tout d'abord dans un contexte plutôt de l'Église. Aujourd'hui, on a environ 1400 services qui s'occupent de cette question. Tout principalement dans les deux églises principales en Allemagne, c'est-à-dire l'église catholique et l'église protestante, mais aussi avec des services indépendants. Okay, what are they doing? I mean, our debt advisory service are doing out-of-court solutions and preparations for the Insolvency Act. So they do it both. They're just very similar to what Anne has described. People are coming with their plastic bags of unpaid invoices, and then the debt advisor has to go through it, to check it, to make crisis intervention, because these people have a lot of other problems, not only financial but psychosocial problems. And then he decides together, it's always a mutual relation, he decided together with the client whether they go for insolvency procedure or not. The insolvency procedure was at the beginning 7 years of grace, which is, I think, was another word for it was well-behavior period, and I think this shows a little bit how the Insolvency Act was, positioned, And now it's just 3 years, so it's much better now. La situation en Allemagne peut être décrite comme similaire à celle de la Belgique. Les personnes surendettées arrivent avec des sacs de factures et les présentent. On commence tout d'abord par une procédure d'insolvabilité qui existe depuis 7 ans déjà et qui était aussi appelée
période de bonne conduite. Et voilà, c'est ce qui est mis en place pour l'instant. Okay, most of the debt advisors are social workers by training, and they usually learn by doing the job and get postgraduate training as well by organizations. The banks and the German central bank doesn't help at all. It's very different from France. The Germans should have a look at your country and learn a little bit. So maybe because of being a social worker, there is a natural opposition against the financial industry. The financial industry are the bad ones who are giving people loans which shouldn't get a loan, and therefore they are coming into over-indebtedness if there is a so-called financial shock or critical life event. Alors oui, ce sont les agents des services sociaux qui sont formés. Paradoxalement, les banques n'aident pas du tout, ce qui n'est pas le cas en France. Et l'Allemagne a certainement beaucoup à apprendre de la France dans ce domaine. Il existe une véritable opposition entre les banques, qui sont celles qui octroient les prêts, et les services sociaux qui tentent d'aider les personnes en situation de surendettement. We have a very good knowledge about the structure of our clients and debt advisory services, because the last 10 years the Federal Office for Statistics made a research avec all the debt advisory services in Germany. Usually 60% of all the debt advisory service participated in this service, and there we know, how old they are, whether it's men or women, young people or old people, employed or unemployed people, and what kind of debt they have. And by this we know most of them are poor people. There are just recent figures from Germany that 50% of all our seniors, which are in retirement, are more or less below the poverty line. They have less than 1,200 euro a month. And I mean, if you think about decent life and human rights, this is something very difficult, I think, Au cours des 10 dernières années, des sondages ont été effectués. On estime qu'environ 66% des services ont réalisé ces sondages pour en savoir plus sur le genre, les classes sociales des personnes considérées, qui sont dans une situation de surendettement. On estime aussi aujourd'hui en Allemagne que 50% des seniors, des personnes retraitées, sont sous le seuil de pauvreté. So the causes of over-indebtedness are multifaceted. It's not just one reason, it's usually a kind of syndrome, like an avalanche for the people. But we know that in many countries, not only Germany, but especially in the Eastern European countries where the Swiss banks played a very bad role, most of these people are still over-indebtedness because the bad creditworthiness assessment of the banks are just that the banks sold some credits and loans which they shouldn't do, And that's why we as European Consumer Debt Network will publish the week after Easter a policy brief where we ask the credit and financial industry to pay for each loan they are giving 0.1% into a fund for the funding of debt advisory services. And I have the impression that France will be very positive to our proposal, but I guess many other countries not. La cause du surendettement est multifactorielle. Elle se déroule comme une sorte d'avalanche. Et notamment, on constate dans les pays d'Europe de l'Est où les banques suisses ont joué un mauvais rôle, la plupart du temps un mauvais jugement de la part des banques dans l'octroi des crédits. Notre réseau va d'ailleurs prochainement publier, après Pâques, une demande auprès de ces banques de financer, avec tous les crédits qu'elles ont octroyés, un fonds pour nous aider. Et j'imagine que la France sera ravie de cette annonce.
So actually, can I just talk, or want you put questions? I mean, open. You can follow and talk about the Yeah. judge and the court. And, Yeah, yeah. The out of court is like what you call a friendly, amicable solution. The Insolvency Act is a procedure which is in so far very good, because if there are some creditors, usually it's the public creditors like finance ministry, tax debts, these kind of things, which are not willing to reduce debt. So if the creditors can't come to a solution, the judge at the court decides. And there's a debt regulation plan which should have been prepared before by the debt advisors and offered to the court, and then the judge looks at it and he just decides. And this is binding for everybody. So even if one of the creditors says, no, I want much more money out of it, I mean, these people are usually men with empty trousers. There is no money anywhere which they can pay back. The average amount of debt in Germany is about 30,000 euro. And as you know, many people they are on social income. They have just the 1,000 euro a month, and they cannot pay back anything. So. What Anne said, we notice in Germany the inflation rate is going up, energy costs are going up, costs for living are going up, so many people are really just poor. And we have, I read your famous report here, Manifeste pour une inclusion financière universelle, a perfect report, I love it. And I noticed that you have a high number of over-indebted people in France as well. Our numbers are now produced by a soft collector agency, Kreditreform, which just produces a number on the basis of their figures, and yeah. J'essaie de résumer ça. Oui, donc la solution à l'amiable, une procédure qui est plutôt bonne, qui existe en France. Chez nous, ça se passe tout simplement avec les créanciers, la plupart du temps des créanciers du domaine public, qui ne veulent pas réduire le montant qui leur est dû. Donc tout cela se passe devant un juge, devant un tribunal, avec une procédure qui est préparée en amont par les services sociaux. Le juge ensuite prend sa décision, et même si le créancier souhaite augmenter le montant des intérêts, par exemple, ça n'est tout simplement pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui, en Allemagne, touchent l'équivalent du SMIC, une inflation qui augmente, des prix qui augmentent, donc un nombre de personnes en situation de pauvreté qui augmente lui aussi, bien sûr. Voilà, et il y a beaucoup de surendettés en France également, évidemment. Okay, just to give you some figures, like we have in Germany 18.5% poor people, according to the OECD definition, 60% of the average income. We have 8.5% over-indebted people, which is, if you look at the number of poor people, underestimated, but these are roughly 7 million people in the last years. And we have roughly 500,000 people who are treated or helped by the debt advisory services. So roughly 6 million people are not treated at all. We don't know how they make their living. Usually they try to solve their debt privately by work in the shadow market and so on. And we have roughly 100,000 people are going into the Insolvency Act. So the Insolvency Act is really, yeah, I could talk for hours, but I'm not allowed to do it. No, I just want Paola to be able to translate. No, it's okay. En Allemagne, on compte environ 18,5% de personnes en situation de pauvreté selon la définition de l'OCDE.
Parmi ces personnes, 8,5% de surendettés, donc un chiffre qui est certainement sous-estimé vu le nombre de personnes en situation de pauvreté. Ça représente environ 7 millions de personnes. De ces 7 millions, 6 millions ne bénéficient pas d'aide. Une différence qui est quand même conséquente, et c'est ces 6 millions qui ne bénéficient pas d'aide pour traiter leurs problèmes de surendettement essayent certainement de se débrouiller tout seuls. On n'a pas d'informations sur cette question. Voilà. Okay, two sentences, just because I know I have just 8 minutes, and I think I'm at 7 minutes 30 now. So Hélène asked me about the perspective, the future in Germany. And the future is always dark, you know. But I have a very positive feeling according the Consumer Credit Directive number 2 by the EU Commission. I think this is really a breakthrough activity. It's great. And this means even for a country like France, Belgium, and the so-called well-off countries, that they have to do something. But I know by personal talks to people of one ministry in Germany that they said, oh no, in Germany everything is fine, we don't have to do anything. So the problem is, because our central bank doesn't, you know, is not involved at all, we have 4 ministries dealing with the problem of over-indebtedness. It's a Ministry of Justice, it's a Ministry of Labor, it's a Ministry of Family, and it's a Ministry of Consumer Protection. The Ministry of Finance is not, for whatever. Some of you may know that the English people, the UK, when they were in Europe, still belonging to Europe, they had founded a task force group, kind of a team, of 4 or 5 different ministries. They have taken like 5 million pounds or even more, an incredible amount of money to solve the over-indebtedness problem in the UK. I mean, they didn't succeed, but still this was a good approach. And then I come to my final sentence about Scandinavia. Okay. On m'a demandé ce qu'il allait se passer à l'avenir. Pour moi, à l'avenir nous réserve des choses plutôt sombres, mais la Commission européenne nous donne de l'espoir, puisqu'elle incite tous les pays, comme les pays représentés ici ce soir, à agir. Pour certains, en Allemagne, tout va bien, la situation est au beau fixe, puisque la Banque centrale allemande ne s'occupe pas du tout du problème et n'intervient pas dans les cas de surendettement. En effet, c'est un ensemble de différents ministères, comme le ministère de la Justice, de la Famille ou de la Protection du Travail, qui s'unissent autour de cette question, mais pas le ministère des Finances, paradoxalement. Je repense à l'Angleterre, lorsqu'elle faisait encore partie de l'Union européenne, qui a regroupé une task force de plusieurs ministères, avec un budget conséquent de plusieurs millions pour résoudre le problème. Elle n'y est pas parvenue, mais elle a essayé. One last question for you. Yeah, the one about Scandinavia. I mean, It's just, oui. J'avais prévu une dernière question parce que donc Dieter préside une association qui met en relation des experts européens. Et du coup, je lui avais dit, on va sortir de l'Allemagne aussi. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur d'autres pays, d'autres modèles qui seraient soit plus protecteurs ou plus généreux? Est-ce qu'il y a des surprises dans certains pays du Sud ou dans certains pays du Nord? Voilà. Okay, the good example is from Slovakia. Slovakia has developed, starting in 2021, debt advisory services, because there was one minister who really took this on his shoulders to put that on, and they have developed 46 debt advisory services. I mean, Slovakia is a small country. They have roughly 5 million inhabitants. And this is a lot of debt advisory services, and especially because in each debt advisory service there are 3 staff members. One is an economist, one is a psychologist, and the third one is a lawyer, and then they have a 4th person for all the internal communication. This is great.
what have they done? They have looked before to all the European models which are in existence, and then they decided to do it the way they do it now. We'll let Paola translate. And you can follow later. Donc je vais parler un tout petit peu des pays scandinaves, notamment de l'exemple de la Slovaquie, qui est très intéressant puisque depuis 2021, ils ont créé un système très particulier. Environ 46 services ont été lancés à travers la Slovaquie, qui compte 5 millions d'habitants, donc c'est un nombre conséquent. Dans chacun de ces services, il y a à la fois un économiste, un psychologue et un avocat. Et cette équipe de 3 personnes crée son propre modèle, puisqu'elle regarde les modèles existants, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et crée le sien. Okay, and the last word to Scandinavia. The Scandinavians go a different way because debt advisory services are done in all, like Finland, Norway, Denmark, Sweden, by municipalities on the social work. So everybody has a right to go to a debt advisory service. He must not, but the social services are responsible for helping them. That's it for today. La Slovaquie, comme je le disais, a un système très particulier, puisqu'elle a son propre système qui est géré par les services sociaux. Et tout le monde est le bienvenu dans ces services. Ce n'est pas recommandé, mais tout le monde peut venir et disposer de cette aide. Merci beaucoup. Merci. Et puis du coup, on passe la parole à Jeanne, qui va nous parler des États-Unis. Merci Paola aussi. Alors Jeanne, est-ce qu'aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment le pays de la seconde chance, où la faillite est tolérée, où on peut se refaire? Est-ce que c'est vrai ce truc-là, ou est-ce que c'est une idée fausse partagée? Alors, c'est une idée à la fois vraie historiquement, parce que les États-Unis, c'est le premier pays qui a mis en place un système de faillite civile dès les années 30. C'est lié aussi au fait que les États-Unis sont un pays où le crédit à la consommation est en masse et développé bien avant l'Europe. Donc, au départ, les systèmes de faillite étaient réservés aux entreprises. Et puis progressivement, s'est posé la question des salariés, les wage earners, qui empruntaient et puis qui ne pouvaient pas rembourser. Et donc, dans les années 30, il y a eu des discussions et puis un système a été mis en place ressemblant donc aux faillites des entreprises, c'est-à-dire basé sur l'idée que le crédit est un contrat entre un emprunteur et un prêteur, et donc le prêteur prend son risque, et que si le prêteur ne rembourse pas, eh bien, si l'emprunteur ne rembourse pas, le prêteur eh bien, ne touchera pas l'argent qu'il avait prêté. Donc, et c'est de là qu'on a l'idée que les États-Unis, on a ce nouveau départ, on dépose, on fait faillite et puis on repart à zéro. Les choses sont un peu plus compliquées que ça à l'heure actuelle. Il y a 2 systèmes de faillite, enfin il y en a 3, mais donc évidemment c'est toujours plus compliqué quand on rentre dans les détails, mais en gros il y en a 2 qui sont l'un, le chapitre 7, dit le chapitre 7, puisque c'est le chapitre de la loi en question, qui est un effacement de dette total. Et puis il y en a un autre qui est le chapitre 13, qui lui ressemble à la procédure qu'on connaît en France, qui est un système où on a entre 3 et 5 ans pour rembourser une partie de ses dettes avec un arrangement avec les créanciers. Dans le premier cas, dans le chapitre 7, c'est une liquidation. Donc les dettes sont effacées, mais tous les biens des personnes doivent être aussi vendus. Donc c'est toujours le côté... ça paraît simple de dire on fait faillite et puis on ne rembourse pas ses dettes, mais c'est évidemment très lourd. Ça se passe devant un juge, donc c'est judiciarisé. Et en fait, en 2005, il y a une loi qui a été portée par notamment les compagnies de crédit de cartes bancaires, qui a visé à durcir énormément le système de faillite. Donc en fait, ce système a été largement... l'aspect... disons, léger ou accessible facilement, notamment du chapitre 7, n'est plus du tout vrai aujourd'hui, puisqu'il faut une série de critères pour y avoir droit, notamment un critère de revenu. Un critère de revenu, donc il faut être soit
avoir un revenu qui est en dessous du revenu médian de l'État dans lequel on se trouve, soit passer un examen de ces revenus pour prouver qu'on n'a pas les moyens de rembourser. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout accessible à tout le monde. Il faut être en situation de pauvreté. Il faut aussi avoir fait preuve de bonne foi. Donc il y a toute une série de critères qui vont conduire à dire si oui ou non on a fait preuve de bonne foi. Et en fait, le but de cette loi est de pousser les débiteurs qui n'arrivent pas à rembourser vers le chapitre 13 plutôt que le chapitre 7, c'est-à-dire vers un remboursement d'une partie de leur dette. Alors, il y a toute une série de détails juridiques assez complexes parce que se pose la question de est-ce qu'on garde ou pas les maisons, hein, enfin, question qui se pose toujours. La question de la propriété privée est toujours très importante. Donc, dans ces dettes-là, et ça, c'est aussi une différence avec ce qu'on connaît en France. Il y a les dettes immobilières, mais il y a aussi les dettes des hypothèques qu'on a pu faire, les hypothèques secondaires qu'on a pu faire sur ces biens immobiliers, qui sont très, très développés. Au moment de la crise des subprimes, c'était l'un des gros sujets. Donc oui, on a un système d'effacement de dette aux États-Unis, mais il n'est pas si léger. Un autre élément qui a été ajouté en 2005, c'est l'obligation de passer par de l'éducation financière, on pourrait dire, enfin un système de conseil de gestion de son budget, et qui en fait alors est un peu controversé parce que c'était vu aussi comme un moyen de ralentir le processus, d'alourdir le processus. Et finalement, ça retarde les choses et ça les retarde tellement que parfois ça empire énormément la situation et ça met les gens dans des situations encore plus compliquées. Donc ça a été la loi de 2005 a vraiment été faite pour alourdir la procédure d'effacement de dette. C'était sous Bush, c'est ça? C'était à l'époque de Bush, mais en fait, ce genre de loi, c'est souvent poussé depuis très très longtemps. Mais c'est effectivement 2005, c'est Bush qui est président et c'est à ce moment-là que la loi est mise en place et vraiment très clairement sous la pression des créanciers. D'accord. Donc il y a ces lois qui existent, plus ou moins faciles d'accès. Et est-ce qu'elles s'articulent comme en France aussi avec un dispositif de fichage qui permet de quand même réguler le marché et peut-être les comportements des débiteurs? Alors, le système d'information sur les débiteurs est très très différent aux États-Unis si on le compare avec la France, puisque on n'a pas, enfin, les données sont largement disponibles publiquement, les données bancaires, notamment parce qu'il y a des organismes qui s'appellent des credit bureaux, qui sont là aussi en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui viennent initialement de choses qui avaient été créées pour les entreprises. Au XIXe siècle, les entreprises avaient besoin de savoir si, quand elles commerçaient avec une autre entreprise, celle-ci allait être, par exemple, quand vous aviez une commande de bois, vous êtes dans un État du Nord et c'est un État du Sud qui vous passe la commande, est-ce que ça vaut le coup de commercer avec cette entreprise qui est très loin, que vous ne connaissez pas? Donc ces credit bureaux, ils accumulent des informations sur les entreprises et c'est eux qui ont inventé ces fameuses notes que maintenant toute la finance connaît, hein, les fameux AAA, AAB, etc. Donc au départ, c'est pour les entreprises. Et ils se sont ensuite progressivement intéressés aux particuliers. Et donc, ils collectent l'ensemble des informations disponibles sur les particuliers. Donc, leurs informations bancaires, le nombre de crédits que les gens possèdent, mais aussi toutes les informations sur est-ce qu'ils ont bien payé leur loyer, est-ce qu'ils ont des amendes, enfin, énormément de choses, tout ce qu'on peut trouver. Et on a deux types de données qui sont dans ces crédits de bureau. Il y a des rapports de crédit dans lesquels on va avoir des informations très très détaillées. Et puis il y a une synthèse de tout ça qui est dans le score de crédit. Et tout ça est disponible. C'est pas disponible, il ne suffit pas d'aller sur Internet et de taper le nom de votre voisin. Il faut payer. Et pour un certain nombre de données, il faut quand même un tout petit peu plus que ça. Mais globalement, en fait, on peut savoir ça sur n'importe qui. Ce qui fait que, par exemple, quand on cherche un appartement, les bailleurs peuvent regarder. Mais on s'aperçoit aussi que dans les phases de recrutement, les entreprises peuvent aussi aller regarder votre rapport de crédit et juger si vous êtes une personne fiable ou pas.
Et en fait, si vous avez fait faillite, que vous soyez passé par le chapitre 7 ou 13, ça va être dans votre rapport de crédit. Donc ce n'est pas un système comme la Banque de France où il y aurait un organisme qui aurait les données et auquel on allait s'adresser. En fait, les données sont disponibles dans le... voilà, les choses sont ouvertes, ce qui fait que... Et ça va... Tout ça est assez cohérent parce que la logique, c'est une logique de marché. Donc vous avez un marché, vous pouvez emprunter, le prêteur prend son risque à vous prêter ou à pas vous prêter, mais vous, votre risque, vous avez un risque sur le marché de réputation. Si vous n'avez pas remboursé, eh bien tout le monde le saura. Donc c'est quand même une incitation très forte à rembourser parce qu'ensuite vous risquez de ne plus pouvoir emprunter. D'accord. Alors tout à l'heure, tu as évoqué rapidement les enjeux de la crise des subprimes. Est-ce que cette crise, elle a apporté des changements dans la procédure ou dans les usages de la procédure de faillite, à ta connaissance ? En fait, donc, le durcissement, il date de quelques années avant les subprimes. Ce qui a été nouveau après les subprimes, c'est la création d'un organisme. En fait, c'est au moment où Obama a été élu, d'un organisme qui était porté par Elizabeth Warren, qui est une prof de droit qui s'est spécialisée dans le surendettement, qui s'est lancée en politique, et qui était un organisme dédié à s'occuper, en fait, à gérer, à organiser, si on peut dire, le marché du crédit aux États-Unis, et donc à faire en sorte de mieux protéger les emprunteurs, mais en passant par l'organisation du marché, par exemple en obligeant les prêteurs à donner toute une série d'informations, enfin des choses qui sont pour l'emprunteur français tout à fait évidentes et qui ne le sont pas du tout pour les emprunteurs américains. Donc par exemple, simplement d'avoir un document dans lequel tous les éléments sur le crédit qu'on a pris sont référencés, la question du taux d'intérêt affiché, du taux d'intérêt réel, ce genre de choses. Et donc ce bureau a fait énormément d'enquêtes, énormément d'études. Quand Trump est arrivé, une des premières choses qu'il a faites, c'était... Alors, il avait été fait légalement pour être difficile à faire tomber. Donc, Trump ne pouvait pas le fermer, mais il a nommé quelqu'un avec comme mission de ne rien faire. Et donc, ça a été une façon de mettre fin à ce travail-là. D'accord. Et ben, du coup, vous pouvez l'applaudir. Et on a presque terminé. Et comme il n'était pas là, je l'avais mis à la fin. J'avais proposé à Timothée Narin, qui est un anthropologue qui a fait sa thèse. Il va vous le raconter mieux que moi sur les dettes dans les favelas au Brésil, de nous raconter comment ça se passe là-bas. C'est assez étonnant. Et du coup, je vous laisse découvrir cela. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Timothée Narin, j'ai fait une thèse au Brésil sur l'endettement des milieux populaires, plus précisément l'endettement des familles, souvent des familles de 2, 3, voire 4 générations. Et à partir de favelas, de petites périphéries que les habitants ont construites eux-mêmes, où j'ai habité pendant presque 1 an et demi, répartis sur la période 2016-2021. La question du surendettement, c'est une question importante aujourd'hui au Brésil. Il y a à peu près 30 millions de personnes qui sont surendettées. Ça veut dire presque 15% de la population adulte. Mais en fait, si on regarde plus largement, il y a 60 millions de gens qui sont fichés, donc qui ont connu un défaut de paiement et qui se retrouvent sans pouvoir utiliser leur crédit. Cette question de surendettement, aujourd'hui, les médias, les politiques publiques, l'État, les municipalités, mais aussi les associations de consommateurs, elles s'en saisissent. Certaines banques avec des associations sont même allées jusqu'à créer un indice de santé financière. Ça montre à quel point en fait, les dettes ont des conséquences psychologiques et corporelles qui sont aujourd'hui discutées depuis une petite dizaine d'années, et qui légitime le fait qu'il y ait une réponse aujourd'hui de l'État sur cette question. Cette situation, elle est devenue aussi insoutenable pour une grande partie des débiteurs en raison
de l'absence de limite au taux d'intérêt et d'une politique de développement du crédit qui a lieu depuis 2 décennies et qui n'a jamais vraiment protégé les consommateurs, que ce soit en limitant les conditions d'accès au crédit, en protégeant les personnes âgées, en mettant en place un encadrement des taux d'intérêt et de pénalités. Au Brésil, c'est très rare que pour des situations d'impayés, les créanciers attaquent les débiteurs. Ça arrive très peu. Les créanciers préfèrent organiser des foires aux dettes. C'est des événements qui arrivent une fois par an, durant lesquels en fait les gens peuvent renégocier leurs dettes en face à face avec les créanciers, souvent avec des conditions un petit peu plus souples et avec quelques réductions qui permettent souvent de rééchelonner les dettes et de faire en sorte que les gens payent. Et ça, c'est la voie privilégiée en fait aujourd'hui dans l'ensemble du pays pour solutionner cette question du surendettement. Outre les foires aux dettes, il y a durant toute l'année les services de recouvrement qui appellent les gens, qui sont fichés, et il y en a 62 millions, ça veut dire 4 personnes sur 10 au Brésil. Et ces gens en fait sont fichés, donc aussi concrètement être fiché, ça limite leur accès à la consommation, qui au Brésil passe vraiment par le crédit. On dit que les gens payent échelonné, notamment les pauvres et les milieux populaires. Être fiché, ça empêche de passer des concours publics pour travailler dans la fonction publique. Ça réduit parfois votre chance de trouver un emploi parce que les employeurs, même s'ils n'ont pas le droit, souvent ils consultent si la personne est fichée. Et donc c'est beaucoup de restrictions dans la vie quotidienne qui fait que le fait d'être fiché ou surendetté, c'est un problème. Il n'y a pas de mouvement social qui a émergé comme on a pu le voir en Espagne ou aux États-Unis et qui conteste le pouvoir exorbitant des banquiers ou des créanciers. Ce qu'on observait plus au Brésil, c'est que la problématique, elle a commencé vraiment à devenir une thématique dont on parle partout dans les médias, dont l'État se saisit lui-même. Et aujourd'hui, on a des premières politiques publiques, enfin on a du moins un premier programme public de lutte contre le surendettement, qui est en fait lui-même inspiré par ces foires de renégociation des dettes, et qui a un programme par lequel les gens peuvent renégocier à travers une sorte de plateforme, peuvent renégocier directement sur la plateforme leurs dettes. Mais il y a quand même des critiques qui émergent contre l'absence de législation et de réglementation. Et ça, c'est uniquement dans certains travaux de recherche et c'est dans quelques associations de consommateurs. Mais c'est encore assez limité. Bon, on lui dira qu'il a eu des applaudissements un peu moins nourris quand même que pour les autres intervenants. Eh bien, c'est le moment où vous avez le droit de poser des questions. Et du coup, peut-être... Bonjour, donc moi je suis Jeanne de France, je travaille chez Malakoff Humanis. Et en fait, donc je m'occupe d'un service où nous recevons 20 000 dossiers de demande d'aide financière par an, donc beaucoup avec des personnes qui ont des difficultés financières. Et alors on travaille avec Crésus, qui accompagne pour notre compte des personnes qui acceptent de rentrer dans une démarche d'éducation budgétaire, mais nos travailleurs sociaux, qui sont majoritairement des CESF, ont beaucoup de mal à convaincre les personnes à se tourner vers la Banque de France, en fait. Et donc vous avez parlé de communication tout à l'heure, et moi ce qui m'intéresserait, j'aimerais savoir s'il y a des choses qui ont été travaillées en amont pour les travailleurs sociaux. Peut-être que ça existe en Belgique, comme c'est en français, ça pourrait être peut-être utilisé, pour essayer d'amener les personnes que nous accompagnons, quand on s'aperçoit qu'en fait, attribuer une aide financière n'est pas le sujet, parce que ça y est, il relève déjà de la procédure Banque de France. Voilà, des éléments de langage qui pourraient aider les travailleurs sociaux à être prescripteurs de vos solutions. Voilà, c'est ça ma question. Bonjour, Hélène Arveillé, je travaille à la Banque de France.
à la direction des services aux particuliers. Et j'ai une question pour les États-Unis, enfin plutôt pour Jeanne. Je voulais savoir qui tenait les publics bureaux là, qui tiennent les fichiers dont vous avez parlé. Par qui est-ce que c'est géré? Et est-ce qu'il y a quand même des restrictions dans les données qui sont transmises à ces bureaux, type, je sais pas, données médicales par exemple, ou est-ce qu'il y a quand même une petite limite? Merci. Oui. Alors, sur la communication des éléments de langage, finalement, qui permettent d'aller contrebattre une réticence. Alors, c'est difficile, mais disons que pour que la communication soit efficace, il faut qu'elle soit claire, univoque, courte. Alors, déjà, service public surendettement, donc c'est gratuit, c'est neutre, c'est confidentiel. Je crois que c'est 3 mots importants, parce que ça ne va pas forcément de soi. Les procédures collectives pour les entreprises, c'est payant. La neutralité, c'est un concept qui peut se discuter, mais disons qu'en tous les cas, c'est pas fait effectivement par une entité qui a une vocation commerciale quelconque. Et puis c'est confidentiel. Je pense que c'est important, parce qu'il y a quand même souvent un sentiment de honte ou de gêne. Et donc savoir qu'on va s'adresser qu'aux seuls créanciers, mais qu'en dehors de ceci, il ne va pas y avoir de communication publique, par exemple, c'est important. Et pour ne pas être trop long, je dirais juste une deuxième chose. Alors qu'il y a un argument un peu fort, excessif même. Mais je pense qu'il faut être excessif des fois dans la communication, parce que si on veut enfoncer une porte, il ne faut pas y aller avec le petit doigt. Et je crois que dire aux personnes, si vous déposez un dossier de surendettement à la Banque de France, vous gardez la maîtrise, à tout moment, vous pouvez retirer le dossier. Vous gardez le contrôle. Et ça, en fait, très très peu de gens le font. Et d'autre part, beaucoup n'ont pas intérêt à le faire, parce que si vous déposez un dossier, en général, c'est que vous avez intérêt, et si vous le retirez, vous vous retrouvez avec vos créanciers à l'extérieur, hors la procédure collective. Mais par rapport à tout un tas d'idées qu'il peut y avoir, de dire je vais me dessaisir, je vais me mettre entre les mains d'une institution, d'une commission administrative qu'on ne connaît pas, qui paraît un peu une boîte noire, etc., je pense que le simple fait de dire mais vous savez, vous gardez complètement le manche parce que de toute façon, vous pourrez refuser ce qui vous est proposé. Et si à un moment donné, vous voulez retirer votre dossier, le clôturer, il y a 0 problème. À tout moment de la procédure, vous faites une lettre, on le fait. Aussi paradoxal que ce soit, je pense que ça peut rassurer certaines personnes avant le passage à l'acte. Elles ont peut-être moins l'impression de se mettre dans un toboggan. En fait, mon propos, c'était de vous inciter à faire un guide à destination des professionnels, parce que je pense que les professionnels, si vous voulez, moi je peux leur répéter ça, mais à mon avis, ce serait peut-être pas mal que la Banque de France, et pourquoi pas avec la Belgique, ça existe en Belgique, travaillent à ces sujets-là pour que les professionnels, les travailleurs sociaux, justement, aient bien ça en tête, et une petite fiche mémo qui donne les éléments que vous venez de donner. Je pense que ce serait une bonne idée. Voilà. Et ça existe peut-être déjà. Alors, excusez-moi de ne pas avoir pris la question à l'endroit, mais juste en 2 phrases. Alors, il y a effectivement une direction voisine à la Banque de France qui s'occupe d'éducation financière et qui fait beaucoup d'actions auprès des travailleurs sociaux pour faire connaître la procédure. Et nous, dans notre direction, on fait plus de la communication grand public qui touche aussi les intervenants sociaux. Et c'est un sujet inépuisable, mais effectivement, tout à fait d'accord, on prend l'idée que les quelques éléments de langage là, que je viens d'indiquer, de les propager plus auprès des professionnels. Alors, en Belgique, la plupart des médiateurs sont des assistants sociaux qui travaillent donc dans les centres publics d'action sociale. Donc, je sais pas, l'équivalent de bureau d'aide sociale, je pense, en France, qui s'occupe aussi du versement du revenu d'intégration. Donc, ça, je crois que c'est une compétence départementale ici. Et en tout cas, en Belgique, les CPAS donc, concentrent tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'accueil de première ligne. Donc, par les assistants sociaux, c'est généralement pour fournir des aides. Ça, là, on est dans les situations d'urgence extrême. Et après, effectivement, il y a la possibilité aussi que ces personnes qui sont venues chercher une aide soient orientées par les assistants sociaux qui sont en première ligne
vers les médiateurs de dette. Donc l'essentiel effectivement des médiateurs de dette travaillent dans ces centres publics d'action sociale, mais effectivement il y en a d'autres. Si effectivement les gens vont consulter un avocat, un huissier ou une autre personne qui a le droit de faire de la médiation de dette, il n'y aura pas forcément le même échange d'informations. Mais voilà, nous le lien il existe déjà dans la manière dont les choses sont organisées. Ce qui n'empêche pas que, comme ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est que les gens ne sont pas au courant de la procédure de médiation de dette, ne la connaissent pas. Alors, j'ai des questions depuis le chat. Ah, pardon. Ah, non, bah oui, juste la question sur les crédits bureaux. En fait, le terme bureau est un peu trompeur ici, parce que c'est en fait des entreprises, des géants. Il y en a 3 grosses. Qui sont en plus des multinationales parce qu'elles ont emmené leur expertise partout dans le monde, dans le montage, notamment dans des pays de l'Est de l'Europe qui ont ouvert leur marché, enfin qui ont inventé, si on peut dire, le crédit à la consommation après la chute du mur. Et donc au moment où ils ont créé leur marché, ils se sont appuyés sur ce savoir-faire de collecte de l'information sur les emprunteurs de ces énormes entreprises. Et donc, est-ce qu'il y a des limites aux données? Donc, à ma connaissance, je veux pas, enfin, je n'en suis pas certaine à 100%, mais je ne crois pas qu'il y ait les données médicales. Mais pour le reste, toutes les données qui sont des données économiques, elles sont pas considérées comme étant des données relevant de la vie privée, mais au contraire relevant d'une nécessité de transparence du marché. Donc elles sont collectées. En fait, c'est pas qu'elles sont envoyées à ces entreprises, c'est que ces entreprises les collectent. Et c'est ce service-là qu'on paye, enfin que payent ceux qui vont ensuite acheter les rapports de crédit qu'elles produisent. On Allemagne, we have the Schufa, which is a registration office, and they collect information about any kind of loan somebody has taken, and they have some telecommunication data, and they have some data about retail. And so they have the best overview with this limited data. But the data are for 30% not updated and 20% wrong. And then they make an assessment, a credit worthiness assessment, and this is difficult, I would say. La seule entreprise en Allemagne qui collecte ces données, c'est la Schufa. Elle collecte les informations sur tous les crédits qui sont pris en Allemagne, mais malheureusement, ce sont des données très limitées, puisque 30% de ces données ne sont pas à jour et 20% sont tout simplement fausses. Alors Anne, et puis ensuite on va prendre les questions dans les Voilà, puisqu'on parle des collectes de données en Belgique, c'est la Banque nationale de Belgique aussi collecte des données. Il y a donc ce qui s'appelle un registre des crédits qui comprend à la fois des données positives et des données négatives. Donc il y a les défauts de paiement, mais autrement tous les crédits qui sont souscrits par des particuliers, qu'ils soient crédits à la consommation ou crédits hypothécaires, parce que nous, tous les crédits logements sont des crédits hypothécaires, sont enregistrés dans la centrale des crédits et les prêteurs ont l'obligation de consulter cette centrale des crédits avant d'octroyer un prêt. Et ce registre aussi contient justement tous les règlements collectifs de dette, c'est-à-dire tous les plans passés par médiation judiciaire sont enregistrés dans cette base de données. Ceux des prêteurs y ont accès, puis les juges, etc. Non, ça n'a rien à voir avec les crédits. C'est à l'opposé, je dirais, des crédits de bureau américains. C'est très cadenassé. Hein. Et les informations sont fiables. Oui, alors j'ai 3 questions. Je vais toutes vous les poser. Donc tout d'abord une question de Elisa qui nous demande donc dans l'insolvency procedure en Allemagne, l'effacement de dette est-il possible? Ensuite nous avons une deuxième question, y a-t-il des pays où les créanciers peuvent être mis en cause judiciairement, en particulier pour avoir poussé à du surendettement?
Et enfin, Pierre nous demande, en allemand, le mot dette est synonyme de culpabilité. Est-ce que cela explique le manque d'implication de la Banque centrale dans des procédures amiables et aussi l'éventuel retard sur le sujet? If I have understood it right, the German central bank is not involved, and it's not seen that they will be involved in the future. Then you were talking about the credit registration. What was the question again? Alors, c'était dans l'insolvency procedure en Allemagne, l'effacement de dette est-il possible? They get, yeah, sure. If they, after 3 years they are debt, they have a fresh start, like in the US. They are debt free, and the only thing is during these 3 years they are not allowed to make any new debt. Then the regulation is broken, and then they have lost the possibility to become debt free. Alors oui, effectivement, pour répondre à votre question, après 3 ans, l'effacement des dettes est possible. Toutefois, pendant ces 3 années, il n'est pas possible de créer, de générer de nouvelles dettes, faute de quoi la procédure est annulée. Ensuite, il y avait une deuxième question pour l'Allemagne, c'était le mot dette est synonyme de culpabilité. Est-ce que cela explique le manque d'implication de la Banque centrale dans des procédures amiables et aussi l'éventuel retard sur le sujet? Oh, thank you. That's a very good question. You know Daniel Graeber, the book, 5,000 Years of Debt? I mean, debt has nothing to do with guilt. It's bad luck, but it's not guilty. I mean, I know that for some time people which are from the credit registration and banks say there is a personality trait, that you are a kind of lucky loser or a person who, you know, is betraying creditors and the banks. And so, I mean, this might be possible for 1% of all the over-indebted people. So it has nothing to do with guilt, and we really try by our work, inclusion, financial inclusion, to change the perspective that it's guilt. If somebody is guilty, you can say the society is guilty, because people don't earn enough money for what they are doing. Alors effectivement, ce sentiment de culpabilité existe, même s'il ne devrait pas exister. Pendant longtemps, on associait le surendettement à un trait de personnalité. En réalité, il n'y a absolument pas de raison que ce soit le cas. Il ne devrait pas y avoir de culpabilité associée au surendettement. C'est notre rôle aujourd'hui de changer les choses, de faire changer les choses et les mentalités, puisque finalement la seule personne coupable, c'est plutôt la société qui ne permet pas aux individus de gagner suffisamment. Et avant de rendre les micros dans la salle, du coup, il y avait une dernière question. C'était donc, y a-t-il des pays où les créanciers peuvent être mis en cause, judiciairement en particulier, pour avoir poussé à du surendettement? Merci. Alors en France, c'est possible, hein, mais c'est hors de la procédure de surendettement, c'est plus dans un cadre judiciaire et il faut quand même qu'il y ait des conditions un peu particulières qui soient remplies, mais il y a, alors, pas exactement, à part sur le crédit immobilier en lien avec la directive crédit immobilier de 2016-17. Sur le crédit à consommation, c'est plus ce qu'on appelle un devoir de mise en garde de la part du prêteur, hein, du prêteur professionnel, hein, établissement de crédit, qui, dans certaines circonstances, à condition que l'affaire soit portée devant les tribunaux, peut aboutir effectivement à une condamnation du prêteur. Par exemple, parce que, compte tenu du profil et de la situation du débiteur, il est considéré qu'il a agi de façon inconsidérée, justement. Voilà. Mais c'est très particulier et ce n'est pas dans le cadre de la procédure de surendettement.
Après, sur les autres pays, je ne sais pas. Bonsoir, merci pour ces échanges. Idriss Ziane de l'Université Paris 1. J'avais une question plutôt d'ordre structurel et puis une question d'ordre conjoncturel. Structurellement, la procédure a beaucoup évolué depuis ces 20 dernières années. Les lois Borloo, enfin, ça a modifié beaucoup la répartition entre plans et puis effacement des dettes. Mais il y a une constante quand même, c'est le taux de redépôt de dossiers. Est-ce que la chose est traitée de façon particulière dans les black box que sont les commissions, comme vous les appeliez tout à l'heure? Première question. Et puis d'ordre conjoncturel, il y a 2024, on a beaucoup d'interrogations. Entre janvier 2023 et janvier 2024, plus 19%, je crois, de dossiers déposés, 16% en février. Ma question est simple. A-t-on une idée de ce qui se passe en mars? Alors, je vais prendre le terme black box avec mesure. Nous nous efforçons d'être transparents. Les règlements des commissions sont sur un site internet et nous publions beaucoup de données sur les décisions des commissions, mais j'entends que c'est une procédure confidentielle et donc les délibérations des commissions sont confidentielles, effectivement. Donc ça, c'est un premier point. La procédure, effectivement, a beaucoup évolué. Vous avez raison. Elle s'est finalement assouplie au fil du temps. Elle était, je pense tout simplement qu'au départ, il y a 35 ans, il y avait vraiment, alors qu'il y avait déjà une longue tradition de procédure collective pour les entreprises, une certaine, enfin plus qu'une certaine, une crainte certaine de la part des législateurs de mettre en place une procédure collective pour les particuliers. Ça a commencé par du tout amiable, et puis quand on a commencé à introduire des effacements, c'était les lois Aubry, c'était obligatoirement précédé d'un moratoire, une période d'observation de 2 ans. Il fallait passer par le juge. Et après, il y a eu la loi Borloo, loi de seconde chance. Et puis, on en est arrivé à une situation aujourd'hui où les commissions peuvent d'elles-mêmes, sans passer par un juge, effacer en totalité. Alors, sur les redépôts, le taux de redépôt, alors, il y a quelqu'un dans la salle que je salue, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Le taux de redépôt est relativement constant quand on s'intéresse au numérateur, les dossiers qui sont redéposés. Donc un redépôt, c'est tout simplement un dossier déposé par une personne qui a déjà déposé un dossier avant. C'est basique. Et on rapporte ça sur une année au nombre de dossiers déposés de façon générale. Donc ça donne un pourcentage qui est autour de 40%. Et c'est vrai que ce taux, il est relativement constant. Il oscille entre 39 et 41%. Mais quand vous considérez que les redépôts, c'est une fonction des dépôts des années précédentes et qu'on est sur les 10 dernières années sur une baisse constante des dépôts, le fait que le taux soit constant montre que le nombre de redépôts décroît sensiblement au fur et à mesure. C'est-à-dire que la baisse du surendettement, je fais abstraction des 6-8 derniers mois, qui est votre dernière question, je vais y revenir, la baisse des dépôts générale, globale, depuis 7-8 ans, elle fonctionne, comme je dis souvent, sur ces deux moteurs. Il y a moins de primo-dépôts, il y a moins de redépôts. Et c'est grâce à ça que le taux de redépôt reste constant, alors même que la globalité baisse. Alors comment on fait? Eh bien, je vais la faire courte. On efface beaucoup. Parce que s'il y avait beaucoup de redépôts il y a une quinzaine d'années, en nombre, c'est parce que les commissions usaient beaucoup moins, à la fois par culture, mais aussi parce que la procédure à l'époque était moins souple. Des effacements. Et qu'est-ce qu'on faisait quand quelqu'un n'a pas de capacité de remboursement? Si on n'efface pas, on fait un moratoire. Et à l'issue d'un moratoire, en général, à 80-90%, les gens redéposent. Et le législateur avait constaté que des gens restaient dans le surendettement, d'où le push qu'il a fait pour dire effacer davantage. Et voilà l'affaire. Après, sur le court terme, c'est vrai que vous avez pris des taux qui sont issus du baromètre de l'inclusion financière. Je vous remercie de le lire sur notre site internet bourgtifreuse.fr. Allez hop. Mais plus sérieusement, ce sont des taux qui sont de mois à mois. Et c'est vrai qu'on a eu une hausse en 2023 et le mois de janvier était le plus faible. Et donc le mois de janvier 2024, il se retrouve en haut de la pente. Donc facialement, il y a plus 19% de mois à mois, mais sur l'année, on est plus à plus 8%. Et le mois de février, il y a une hausse, mais tous les ans, en février-mars, il y a une hausse saisonnière. Alors, il est trop tôt, c'est ce que j'ai dit en interne, c'est ce que je dis en externe, il est trop tôt à ce stade pour savoir si la hausse de février, elle est saisonnière simplement, ou si elle témoigne de quelque chose de plus. Et sur le mois de mars, à date, je n'ai pas de données. Mais c'est bête parce qu'on a quand même des données à la semaine en interne. Et j'aurais peut-être pu avoir l'intelligence avant de venir de jeter un coup d'œil. J'aurais pu vous éclairer un peu, mais là, je ne peux pas.
Merci Dominique. Est-ce que quelqu'un a vraiment une question qui tient absolument à poser tout de suite? Non. Sinon, je propose que Hélène nous montre ce qu'elle a commencé à faire. Et ensuite que Jean-Louis conclue cette soirée. Je suis éblouie. Je ne sais pas comment je vais faire pour à la fois voir et vous parler, mais en tout cas, vous voyez peut-être pas très bien. Je crois que très rapidement après, il va y avoir un cocktail. Donc peut-être que si vous êtes un peu engourdi, vous pouvez vous lever. Je ne sais pas, j'ai pris cette liberté de dire ça, mais vous avez l'air d'être bien assis. Bon, très bien. Donc après ce tour du monde un peu particulier, vous allez pouvoir répondre à la question que vous posez tous les matins, qui est dans quel pays vaut-il mieux être surendetté? Ah, vous êtes endormi un peu, ou alors c'est vraiment pas drôle, ou alors les deux. Donc là, c'est un tour d'horizon avec évidemment pas du tout toutes les informations, mais l'idée c'est d'avoir une idée de ce qui peut se faire. Donc en Belgique, il y a le côté médiation judiciaire ou médiation amiable, plus ou moins sympathique selon les situations. Je ne vais peut-être pas tout vous mentionner pour pas vous assommer et pouvoir aller vite, mais en tout cas, d'un côté, il y a une sorte de mise sous tutelle et de l'autre, un échelonnement, ça va être très difficile ce mot ce soir, un échelonnement des dettes. Donc d'un côté, il y a le business de la dette qui peut être préjudiciable pour les personnes, et de l'autre côté, c'est aussi les créanciers qui peuvent tout bloquer et un peu paralyser cette procédure-là. On peut passer à... Je pense que c'est bon. Donc, en France, bon, là j'ai mis 600 équivalents temps plein, mais j'ai essayé de me dire que si je mettais des chiffres sur l'un, j'allais peut-être pas mettre des chiffres sur l'autre. Donc, j'avais pas les chiffres partout, j'en ai pas mis à tous les niveaux pour harmoniser tout ça. Donc, ce que vous avez pu mentionner, mais je pense que la plupart des personnes ici connaissent assez bien, c'est que là, depuis 35 ans, moi j'avais depuis plus de 30 ans, donc là j'ai hésité. Mais bon. Plus les années vont passer, plus ce sera plus de 35 ans. La procédure est confiée à la Banque de France avec des commissions dans chaque département, avec 3 options qui sont plus ou moins combinées, de ce que j'ai compris sur l'échelonnement, le moratoire ou l'effacement, et avec un état d'esprit de préjugés autour des personnes surendettées qui seraient de leur propre faute. Alors qu'en fait, si vous êtes ici, vous connaissez aussi un peu le sujet, vous savez que ce n'est pas aux individus qu'on a incriminé cette situation-là, et que ça peut arriver à tout le monde. Pour l'Allemagne, je trouvais ça intéressant que les conseils médiation de dette étaient souvent liés à des religions, et que la procédure de surendettement supposait un passage par la justice qui pouvait aboutir à un échelonnement des dettes ou un effacement des dettes. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de fichage des surendettés, mais un scoring qui ne semble pas exactement au point, en tout cas à l'heure actuelle. Pour les États-Unis, il y a un peu la culture du crédit à la consommation et du crédit massif, mais dernièrement, il y a un durcissement de la loi des faillites personnelles qui a pu être constaté. Et donc ici, 2 options, enfin 2 chapitres, en l'occurrence le 7 et le 13, avec un effacement des dettes ou un échelonnement. Là encore, on est dans des stéréotypes un peu de légèreté présumée des détenteurs de dettes, et donc une incrimination potentiellement des individus, et donc aussi ça se traduit avec des scores qui sont très présents dans la vie courante et un historique de crédit qui peut suivre les personnes de manière assez puissante dans leur vie quotidienne. Et enfin, le Brésil, il y a une situation qui est décrite comme étant insoutenable pour les débiteurs, des taux d'intérêt qui sont peu gérables parce qu'il n'y a pas de limite, et une notion d'indice de santé financière, et le fait que on le ressent dans la psyché et le corps des personnes. Le fichage aussi a des incidences dans la vie quotidienne et dans la vie personnelle
des personnes endettées, avec des restrictions potentielles sur la consommation, sur des concours, sur l'emploi. Et bon, ça n'a pas l'air très très fun, la foire aux dettes, mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait. Donc il y a des foires aux dettes annuelles qui permettent de renégocier des dettes en face à face, et sinon il y a aussi des services de recouvrement auprès des personnes fichées. Et je vais laisser le mot de la fin par la suite. Je crois qu'on a oublié de parler de l'Alsace-Moselle, qui a, je vais quand même revenir à ma région. Oui, j'ai l'Alsace-Moselle qui, au XIXe siècle, avait déjà une faillite civile, c'est-à-dire on traitait le ménage comme une entreprise avec une liquidation le cas échéant, et c'était là, finalement ça a inspiré la loi de la seconde chance de Jean-Louis Borloo, la PRP. Il faut dire, je dirais aujourd'hui que le Glücklich Gott in Frankreich, c'est-à-dire heureux comme Dieu en France, parce que notre procédure de surendettement qui s'est rapprochée, qui a pris certains particularismes d'ailleurs d'une procédure collective avec la suspension des poursuites, avec un effacement partiel lorsque le débiteur, au bout de 7 ans, a fait l'effort nécessaire, voire un effacement immédiat lorsqu'on est dans une situation irrémédiablement compromise. Et je crois que nous avons des procédures qui sont équilibrées. Et encore ce souci de l'exigence de bonne foi, parce qu'il est vrai que parfois on juge le débiteur à l'aune de son comportement, mais on oublie que le créancier n'a pas toujours fait toutes les diligences pour vérifier la solvabilité du débiteur. Donc on peut être fier de nos procédures. Et la Belgique a une vision plus moraliste, je veux dire, où l'on met le débiteur en quasi-tutelle. Donc nos procédures nous paraissent de très grande qualité, puis on a l'immense chance d'avoir des commissions de surendettement, un tiers de confiance, une institution qui incarne l'intérêt général, qui assure le secrétariat des commissions. Je voulais revenir juste, et je serai très bref, donc c'est notre 5e rendez-vous de l'inclusion financière, et je sais que tu vas nous quitter. On s'est associé avec Emmaüs, donc je voulais te remettre une petite médaille, la médaille, mais pas la Légion d'honneur. Ça viendra plus tard. Il faut un peu de barbe, donc c'est un souvenir de Crésus que je voulais te remettre. Voilà, exactement. Et encore un scoop, c'est-à-dire à Crésus, on a mis en place une maison de l'inclusion financière avec un comité scientifique, donc de chercheurs, et on a l'intention de sortir 2 fois par an une revue. On n'a pas encore décidé, mais c'est au niveau fédéral. Une revue où on pourrait faire une rétrospective des différents rendez-vous qu'on a eus, c'est-à-dire on a traité de la problématique des violences économiques faites aux femmes, donc des progrès à faire, y compris en France, d'ailleurs en matière d'égalité hommes-femmes, et notamment sur la problématique de la relation financière. On a traité la dette des détenus, qui était aussi un sujet qui nous tenait à cœur, des migrants, c'est-à-dire des exilés. Une réflexion est à conduire, l'éducation, bien sûr, l'éducation financière et l'UCFI qui joue un grand rôle. Et puis le prochain, je ne sais pas quel thème a été retenu. Moi, je tiendrai à ce qu'on évoque la problématique de l'assurance inclusive, l'assurance qui permet de se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait réfléchir. On a des jeunes qui circulent en véhicule terrestre à moteur qui ne sont pas assurés. On a la complexité des contrats qui sont parfois indigestes. On a des assurances affinitaires qui ont un certain poids dans le budget des ménages et qui sont parfois inutiles alors que l'essentiel n'est pas couvert. Donc ce serait un sujet qu'on pourrait envisager. En tous les cas, Thibault, merci à toi d'avoir été, puisque c'est une association Emmaüs et Crésus. Et c'est vrai qu'on a même monté un Crésus, une antenne à Toulouse en joint venture, quasiment, à but non lucratif évidemment.
et pour le bien commun. Voilà, merci. Thibaut. Merci Jean-Louis. Alors, je pense que vous venez pas pour mes beaux yeux, donc ça va continuer les soirées. La prochaine sera en juin, donc vous avez vu, on a plein d'idées, on a des débats en interne. Donc si vous avez des idées aussi, vous pouvez venir voilà, nous voir à l'apéro. Mais on a plein d'idées de prochains sujets. Merci beaucoup à nos 4 intervenants qu'on peut applaudir encore une fois. À Hélène pour l'animation, la préparation, un vrai boulot de dingue. À Hélène pour la facilitation graphique. Et bien sûr à Michael et à toute l'équipe de Dilemme Crésus qui ont fait un super boulot comme d'habitude. Et on peut aller à l'apéro.